Bonjour à tous, on va démarrer, tout le monde n'est pas encore arrivé, je vais démarrer tout doucement. Il est 11h30, on est ensemble pour une conférence pendant 1 heure, une petite heure, je vais essayer que ça tienne en 1 heure. Voilà, les gens commencent. Bonjour Laetitia, les gens commencent à arriver. Bonjour Pascal. Bonjour Annabelle. Ok, vous arrivez tout doucement. Bonjour, alors moi je m'appelle Isabelle Goyon. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui n'ont pas suivi un peu ni mon blog, ni mes réseaux sociaux, qui n'ont jamais travaillé avec moi, je m'appelle donc Isabelle Goyon, je suis coach et j'accompagne les expatriés essentiellement. Je travaille avec les expatriés depuis 2009, ça va bientôt faire 8 ans déjà. Ça fera 8 ans en septembre. Et j'accompagne les expatriés à un niveau global, c'est-à-dire au niveau professionnel, beaucoup, pour les collaborateurs qui prennent leur poste et pour les conjoints qui cherchent un nouveau poste, une nouvelle activité, à développer quelque chose en expatriation. Et puis j'accompagne aussi les expatriés à un niveau interculturel, cross-culturel, pour pouvoir bien appréhender, bien s'adapter, bien travailler et communiquer avec d'autres cultures dans leur pays d'accueil. Je travaille également au niveau de l'expatriation et de la répatriation, préparer le départ, préparer le retour. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la répatriation. C'est un peu le moment des répatriations aujourd'hui, des retours dans son pays. Donc, on va être là 1 heure ensemble. Je vous conseille de prendre un petit verre d'eau. Moi, j'ai le mien. Je vous conseille aussi de prendre un papier, un crayon. Je vais vous donner on va parler de pas mal de choses. Donc, si vous pouvez prendre des notes, c'est intéressant. Et puis, de couper aussi vos réseaux, vos alertes mail, votre téléphone. Ne pas passer votre temps sur Facebook pendant ce temps-là, parce que sinon, vous allez rater un petit peu la conférence. Ceci dit, cette conférence, elle est rediffusée pendant 7 jours. Donc, vous aurez le lien et vous pourrez retourner voir le replay quand vous voulez. Alors, je vais vous partager mon écran et vous allez voir en fait les mails que je vous ai, la présentation que je vous ai préparée pour aujourd'hui, pour cette conférence. Voilà, je crois que vous avez tout. Est-ce que je peux voir vos messages? Normalement, on a une petite page de questions. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien, si vous voyez bien les slides? Je pense que vous devez avoir un petit bloc de questions à droite de votre écran. Si vous pouvez juste me dire si ça fonctionne bien et si vous voyez bien et si vous entendez bien, ce serait super. Voilà. Je ne sais pas si j'ai le retour des questions. Moi, écoutez, on va voir au fur et à mesure. Voilà. Alors, on va démarrer tout de suite. Donc, nous sommes dans cette conférence en ligne pour 1 heure environ. Et on va d'abord parler, bonjour, on va d'abord parler de l'impact du retour d'expatriation, qui peut être un tout petit peu différent de l'impact de départ en expatriation. On n'a pas les mêmes attentes et on n'est pas dans le même état d'esprit quand on rentre chez soi que quand on part pour un pays étranger. Je vous parlerai de 5 aspects qui sont à prendre en compte. Il faut vraiment pas faire l'impasse. C'est important de se préparer. C'est important d'envisager ces 5 aspects-là pour ne pas avoir de mauvaises surprises à l'arrivée et puis pour faciliter et réduire un peu le temps d'adaptation et puis pour le faire dans des conditions moins stressantes, plus sereines. Je vous proposerai quelques outils, questionnements pour avancer à partir de ces 5 aspects. Et puis à la fin, on aura des partages et des questions si vous en avez. Et puis je vous proposerai un petit programme exclusif qui va sortir aujourd'hui, spécialement pour vous. Alors, les écueils du retour d'expatriation, on se rend compte que les difficultés finalement sont souvent plus grandes au retour qu'au départ. Alors, il y a des raisons pour ça, c'est qu'en général, on se prépare moins.
L'entreprise pour laquelle on est parti, si on a été expatrié par une entreprise, s'occupe moins de votre retour. Il y a moins de coaching, il y a moins d'accompagnement, il y a moins de réseaux qui sont proposés pour préparer le retour. On se dit que c'est un pays que vous connaissez, on se dit que vous rentrez chez vous. Finalement, il n'y a pas vraiment besoin de vous accompagner là-dessus. Ce qui fait que la transition est quand même difficile, c'est quand même une rupture, on s'est bien intégré dans sa nouvelle vie, etc. Et le retour, comme il est moins bien préparé, il est souvent plus difficile. Il y a aussi beaucoup d'expatriés qui ne veulent pas rentrer et qui cherchent directement, 40% cherchent directement un autre poste en expatriation pour ne pas rentrer dans leur pays. Et sur ceux qui vont rentrer, il y en a quand même un quart qui vont changer d'entreprise dans les 2 ans qui suivent leur retour. Donc on voit qu'il y a vraiment une difficulté au retour à se réadapter, à retrouver sa place dans son job, dans son entreprise et dans sa vie et dans ses habitudes. On va voir ça aussi. Quand vous êtes de retour, vous avez l'impression que c'est un univers qui est connu et maîtrisé. Vous avez l'impression que vous connaissez les valeurs, que vous connaissez l'environnement, que vous connaissez le fonctionnement de votre pays d'origine. Et c'est vrai, vous connaissez bien votre pays d'origine, mais malgré tout, vous vous sentez une étrange familiarité. Ce que j'appelle une étrange familiarité, c'est-à-dire que vous vous sentez un peu étranger dans votre propre pays. Vous avez perdu les repères, vous vous êtes constitué d'autres repères, vous avez pris de nouvelles habitudes, vous avez fonctionné avec d'autres valeurs, en accord avec d'autres valeurs, d'autres cultures. Et du coup, quand vous rentrez, vous avez changé. C'est pas votre environnement forcément qui a changé, quoique le pays d'origine peut changer aussi beaucoup si vous êtes parti 10 ans, 15 ans, ça arrive. Mais même si vous êtes parti 2, 3 ans, vous vous rendez compte que les choses ont changé et puis vous n'êtes plus forcément au courant de ce qui se fait, de ce qui est à la mode, des discussions qui sont en cours dans le pays, etc. Vous avez un peu décroché et vous pouvez vous sentir un peu étranger dans ce pays. Ce qui est important, c'est de gérer ça comme un nouveau départ, de préparer ce retour comme un nouveau départ et de se poser les mêmes questions que celles que vous avez pu vous poser quand vous êtes parti en expatriation. Et on va voir ça ensemble. Les écueils de l'expatriation, il y a le choc culturel du retour. Ça, c'est un peu le même. Je vais vous mettre tout de suite la courbe du choc culturel. Le choc culturel, c'est une courbe assez simpliste, mais elle est assez claire. Je l'aime bien parce qu'elle a l'avantage d'être claire et on s'y retrouve bien. Quand on part en expatriation, on a cette étape de lune de miel, de découverte, où on a l'impression que tout est super, etc. Puis petit à petit, on se rend compte que ça va être difficile, qu'on n'a pas on n'a pas les bons repères, on n'a pas les bonnes habitudes, on ne sait pas très bien comment réagir, comment communiquer, etc., comment fonctionner. Et il y a cette période de désorientation, d'inconfort, avant de pouvoir repartir sur quelque chose de plus constructif, de plus léger, serein, adapté, etc. Ben pour l'impatriation, pour la répatriation, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous allez rentrer en vous disant super, je retrouve ceux qui m'ont manqué, mes amis, ma famille, mes habitudes, peut-être mon logement. Et ça, je suis contente, ça m'a tellement manqué. Je retrouve ce qui m'avait manqué justement dans le pays, de mon pays. Et puis petit à petit, on se rend compte que on n'est plus tout à fait adapté. On a fonctionné différemment pendant des années et on ne se sent pas très à l'aise. Je voyais là certaines clientes qui disaient je parle plus très bien français. J'ai parlé étranger, j'ai parlé anglais ou dans une autre langue du pays pendant des années. Je réfléchis dans cette langue du pays. Je me rends compte que je parle avec un léger accent, je trouve plus mes mots, etc. Et les gens me regardent comme une idiote. C'est-à-dire qu'ils savent que je suis française, ils savent que je rentre dans mon pays et j'arrive plus à parler correctement. Même chose avec l'administration. Vous allez, s'il y a eu en plus plein de changements dans l'administration, Pôle emploi a changé de nom, la sécurité sociale a changé de fonctionnement, etc. Vous savez plus où vous adresser, vous savez plus comment ça fonctionne. Et du coup, vous êtes mal perçu. C'est-à-dire qu'on va aider quelqu'un d'étranger, mais on va pas aider quelqu'un qui revient dans son pays. On se dit qu'il devrait savoir. Ça, c'est parfois un petit peu difficile. Et cette courbe-là, elle existe aussi. C'est intéressant de savoir où on en est. Et c'est intéressant surtout de savoir quel pas on va pouvoir faire pour avancer à l'étape suivante. Alors, le choc culturel du retour, c'est évident, c'est quelque chose à traiter, c'est très personnel, c'est très individuel, on le ressent fortement.
Et il y a aussi dans l'expatriation un gap, un vrai écart avec ceux qui sont restés. On a l'impression qu'on va retrouver ses amis, sa famille, etc., comme on les avait laissés. Mais finalement, eux, ils ont continué leur vie d'une certaine façon. Vous, vous avez continué la vôtre autrement. Et ils ont du mal à comprendre et parfois même à s'intéresser à ce que vous avez fait entre-temps. Et vous, vous rentrez avec la bouche pleine de tout ce que vous avez découvert, de tout ce que vous avez vécu, etc. Et souvent, ça n'intéresse pas les gens que vous retrouvez chez vous. Donc, ça fait un vrai écart qui peut être difficile aussi émotionnellement, affectivement, relationnellement, qui peut être difficile à aborder. Les démarches administratives, ça c'est la grande hantise des impatriés. Reprendre tous les changements de dossier, reprendre la sécurité sociale, reprendre tous les papiers, etc., les permis de conduire qu'on a éventuellement perdus, toutes les démarches administratives, toutes les inscriptions, l'école aussi, sont vraiment des casse-têtes infernaux et souvent on a beaucoup de difficultés à remplir tout ça. On y passe un temps fou. Et quand on peut être aidé, quand on peut avoir les bons liens utiles, les bonnes informations utiles, ça aide quand même à réduire ce temps-là. La famille, le logement, les retrouvailles, comment se réinstaller aussi, comment on va passer d'un logement en expatriation avec des choses peut-être qu'on a achetées sur place, etc., à un logement chez soi. Soit on retrouve son logement, soit on doit en rechercher un autre. Les prix sont pas forcément les mêmes, les surfaces sont pas forcément les mêmes. Il faut penser aussi à comment se réinstaller et ça fait partie de cette étape de réadaptation. Comment se sentir bien chez soi aussi et c'est quelque chose à vraiment préparer et anticiper. On ne peut pas retrouver son logement tel qu'on l'a quitté. Surtout que parfois on a gardé son logement, sa maison ou son appartement dans son pays d'origine, on y a laissé les enfants qui ont fait leurs études. Et ces enfants-là se sont appropriés le logement, ils ont vécu pendant quelques années seuls, en autonomie dans ce logement. On ne peut pas y revenir de la même façon. Donc il y a quelque chose à anticiper, à aménager là, pour que chacun trouve sa place et trouve une nouvelle place dans ce nouveau cycle. Et puis il y a le travail et la carrière, évidemment. On est parti en poste pour son travail, souvent pour accompagner son conjoint qui était nommé à l'étranger. On y a développé des compétences, on y a développé un nouveau leadership, une indépendance aussi, une autonomie. Quand on est à l'étranger, on est souvent plus en représentation aussi pour son entreprise. Et puis quand on revient, on peut être plus anonyme. Et puis pour les collaborateurs qui ont été expatriés, qui reviennent, il faut savoir aussi que souvent, le retour n'est pas préparé. Au niveau des ressources humaines, le retour n'est pas prêt. On ne sait pas quoi faire de ces expatriés qui rentrent. On ne sait pas quoi leur offrir. Les expatriés, ils sont un peu mal aimés, malmenés au retour. Et puis c'est pour ça aussi qu'il va quitter souvent son entreprise. Un quart d'entre eux vont quitter leur entreprise dans les 2 ans, c'est qu'ils s'y retrouvent plus. Il a l'impression qu'il a plus sa place dans l'entreprise. Et puis pour les conjoints qui reviennent, il y a souvent eu une rupture de carrière pendant quelques années. Quand on part à l'étranger, souvent on a du mal à continuer le fil de sa carrière de manière linéaire. Donc là, il y a encore une question à se poser. Est-ce qu'on reprend? Certains ont été en disponibilité. Est-ce qu'on reprend son poste? Dans quelles conditions on reprend son poste? Est-ce qu'on en profite pour changer? Comment on valorise ce qu'on a fait aussi à l'étranger? Parfois, on a l'impression de n'avoir rien fait parce qu'on n'a pas eu de job salarié, classiquement. Mais il y a des façons de valoriser justement ce qu'on a fait à l'étranger, que ce soit en bénévolat, que ce soit en associatif, que ce soit en formation, que ce soit en création d'activités ou que ce soit dans des jobs successifs qu'on a pu avoir à l'étranger. C'est intéressant de valoriser en tout cas cette période-là. Il y a des moyens de le valoriser pour ne pas régresser au retour, en tout cas. Alors, la courbe de l'expatriation, je vous l'ai montrée. Je ne vais pas y revenir. Ça, c'est des choses que vous pourrez retrouver dans les documents que vous recevrez aussi. Comment faire? Alors déjà, il faut ne pas mettre la tête dans le sable et se dire que ça va aller, que de toute façon on rentre chez soi. Et puis des fois, on se retrouve en fin d'expatriation, on n'a pas très envie de rentrer. C'est difficile de quitter ses amis, sa nouvelle vie, on aime bien. Des fois, quand on rentre, je sais qu'il y a beaucoup d'expatriés qui rentrent dans la région parisienne, par exemple, ou dans des régions de grandes villes, et qui me disent « j'avais un rythme de fou quand j'étais chez moi ». J'étais sans arrêt dans les transports en commun, je partais tôt le matin, je rentrais tard le soir, je voyais pas mes enfants, c'était un peu la course, c'était un peu le stress.
En expatriation, j'ai vécu autre chose, j'ai vécu un autre rythme et j'ai pas envie de retrouver ce rythme-là au retour. Et puis du coup, on attend le dernier moment, on se dit qu'on verra bien plus tard. En fait, plus on attend et moins on anticipe et plus c'est difficile. Et plus le choc et plus le moment de déprime à l'arrivée risque de durer longtemps. Généralement, on a tendance à dire qu'une expatriation, un départ en expatriation et une adaptation en expatriation dure environ 6 mois à 12 mois. Vous voyez ce creux-là, ce creux ici, ça dure environ 6 à 12 mois quand on part. Et ben quand on rentre, quand on est en répatriation, on a tendance à dire que c'est beaucoup plus long, ça peut être 1 ou 2 ans où on est vraiment pas très bien dans cette nouvelle vie. Et ça, c'est dû essentiellement à ce manque de préparation en fait de la répatriation. Anticiper donc les difficultés, les avantages aussi, ce qu'il y a de bien à rentrer, parce qu'il y a des bons côtés aussi à rentrer chez soi, et se préparer par étapes. Alors là, c'est ce que je vais vous proposer aussi dans cette conférence, c'est 5 étapes, 5 aspects à prendre en compte absolument avant votre départ. Et puis, toute cette préparation, je voudrais que vous gardiez en chapeau, au-dessus de tout ça, une petite question, un petit état d'esprit qui est rappelez-vous pourquoi vous êtes parti. En général, il y a de très bonnes raisons pour lesquelles on est parti, pour la découverte culturelle, souvent, c'est ce qui est invoqué par les expatriés, pour faire évoluer ses compétences, sa carrière, pour un rythme différent, pour se retrouver un peu plus en famille. Et c'est vrai qu'en expatriation, on est plus en famille, on est plus replié sur soi aussi, mais c'est une découverte aussi de la famille, des enfants, c'est intéressant. Et ça, on l'oublie aussi quand on rentre, c'est de se dire pourquoi j'étais partie, qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai apprécié, qu'est-ce que je n'ai pas réussi, qu'est-ce qui a été difficile, et qu'est-ce que j'ai envie de retrouver dans cette nouvelle transition, dans ce nouveau départ, même si c'est un retour chez soi, que ce soit pas un retour en arrière, mais que ce soit vraiment avancer encore vers quelque chose de nouveau et vraiment se dire avec quoi j'ai envie de partir de cette situation et qu'est-ce que j'ai envie de trouver au retour. Voilà. Alors, beaucoup de choses sont témoignages. J'ai beaucoup de choses négatives en magasin ces derniers positifs. Voilà. Préparer en ça son retour à l'application, c'est aussi ne pas se laisser submerger par excusez-moi du terme, mais toutes les emmerdes qu'on a au quotidien, à la fois en administratif, dans les rencontres relationnelles, dans la fatigue aussi du retour, pour vraiment se concentrer sur le positif et sur ce qu'on va y trouver et sur ce qu'on ramène avec soi de son expatriation. Voilà. Alors, on va démarrer tout de suite sur ces cinq aspects que je voudrais que vous preniez en compte. Donc, c'est là où vous avez votre petit stylo et votre petit carnet, votre petite feuille. Juste pour prendre quelques notes, j'ai gardé 5 aspects qui me semblent essentiels à prendre en compte avant de rentrer chez soi, avant de partir d'expatriation. Le premier, c'est la logistique, le déménagement, le voyage, le transfert. Souvent, le retour se fait sur une période d'été. Donc, on cumule entre les vacances des enfants éventuellement, ses propres vacances, les retrouvailles avec la famille, la logistique, la préparation du déménagement. Est-ce que vous étiez en meublé? Est-ce que vous rentrez dans votre maison? Est-ce que vous lâchez votre appartement? Tout ça, il faut l'envisager, il faut le préparer et c'est assez épuisant. C'est vraiment... On dit généralement qu'un déménagement, c'est une source de stress qui est équivalent à une grave maladie ou qui est vraiment extrêmement épuisant. Et là, vous cumulez en fait le changement de pays, le déménagement, la période qui est un peu difficile, la période d'été. Donc ça va être une période de stress très importante et il faut prendre en compte la logistique et bien anticiper et bien se préparer pour que tout soit serein, tranquille et se passe dans les meilleures conditions. Il y a la partie administrative, juridique, financière, ça on va voir aussi. C'est une partie qu'on a tendance à ne pas vouloir voir. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec l'administratif. On ne sait pas toujours à quel organisme s'adresser. On ne sait pas toujours ce qu'on a à faire sur le plan administratif, juridique ou financier. Mais on va voir que ça peut être... Il y a quelques petits aspects à ne pas manquer avant de rentrer parce que ça peut vraiment vous pourrir la vie après.
Il y a la dimension personnelle, il y a soi-même, comment on vit ça émotionnellement, qu'est-ce qu'on retrouve, qu'est-ce qu'on est content de retrouver dans ce retour, qu'est-ce qu'on redoute, qu'est-ce qu'on regrette de laisser aussi. Il y a cette courbe personnelle de l'expatriation qui va être difficile à vivre et il faut aussi prendre du temps pour se poser ces questions-là, de se dire qu'est-ce que j'ai envie moi de développer dans cette nouvelle vie, quel sens ça a pour moi individuellement, ce retour d'expatriation. Pour le couple aussi, ça va changer les choses parce que les équilibres dans le couple se transforment, changent à chaque transition, à chaque expatriation. Les équilibres et les forces dans le couple étaient différentes quand vous étiez en expatriation. Souvent, le conjoint accompagne le collaborateur et donc se met au service de la carrière du collaborateur. Il arrête de travailler, il s'occupe de la maison, il a plus de temps, il a une vie sociale différente, etc. Quand on rentre dans son pays d'origine, on retrouve un peu dans l'entourage des habitudes de couple qu'on avait avant, mais qu'on n'a plus aujourd'hui. Et puis le conjoint ne travaille plus. Donc il faut aussi se poser des questions en couple. Comment on va vivre ce retour ? Qu'est-ce qu'on fait de différent? Qu'est-ce qu'on retrouve de notre ancienne vie? Qu'est-ce qu'on garde de cette nouvelle, de ces nouveaux équilibres qui nous ont plu? Qu'est-ce qu'on a fait en expatriation qu'on ne veut plus faire au retour chez soi? C'est les questions qu'on se pose. Les proches aussi, comment on vit avec les proches. On se rend compte que les expatriés ont des modes de communication qui sont très différents à l'étranger. On va plus vite au contact, on rencontre plus vite les gens, on est plus direct. On n'hésite pas à aller parler à des gens qu'on ne connaît pas, à déjeuner ensemble, à boire un café, à se raconter nos vies, etc. Il y a un besoin de créer des réseaux, de créer des liens et de rencontrer des gens en expatriation qu'il n'y a pas dans notre pays d'origine, qu'on n'avait pas quand on était chez soi. Chez soi, on rencontre ses amis, on discute avec les gens qu'on connaît déjà, avec qui on a fait nos études, qui sont des amis d'enfance, qui sont des amis de la famille, etc. Avec sa famille, bien sûr, avec ses proches. Mais c'est difficile d'aller aborder un peu frontalement les gens quand on rentre chez soi, et pourtant c'est ce qu'on a appris à faire en expatriation. C'est pour ça aussi que beaucoup d'expatriés qui rentrent chez eux se retrouvent dans des réseaux d'expatriés, parce qu'ils ont un mode c'est pas seulement de la nostalgie d'être expatrié du pays, c'est que c'est un mode relationnel qui est commun aussi. Au niveau professionnel, le quatrième aspect, c'est le professionnel. Alors ça, c'est quand même très très important. La plupart des expatriés collaborateurs vont vouloir retrouver un bon poste et dans la mobilité, ils peuvent aussi changer d'entreprise, rechercher, en profiter pour chercher un nouveau poste. Ou pour les conjoints, c'est aussi le nerf de la guerre de retrouver un poste, de ne pas être seulement à la maison, surtout quand on rentre d'expatriation, les packages sont pas les mêmes, les revenus sont pas les mêmes et que souvent le deuxième salaire devient vraiment nécessaire. Donc il faut se poser la question de sa carrière professionnelle, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on reprend, et puis valider ses compétences, ce qu'on a acquis en expatriation, ne pas se dire bon ben voilà j'ai un trou de 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et puis, j'ai rien fait. J'ai accompagné mon mari et ma famille. J'ai pas vraiment fait grand-chose. Ça n'a pas d'intérêt pour une entreprise. Si, il faut vraiment valoriser son expérience. Il faut analyser ses acquis. Il faut vraiment comprendre ce qu'on a fait, ce qu'on a appris, ce qu'on est capable de faire. Et puis, ce qu'on a envie de faire aussi. Pour vraiment reconstruire un projet professionnel qui soit ambitieux et cohérent et qui soit aligné sur ses valeurs. Et puis, il y a tout le réseau relationnel. On a souvent été un peu coupé, même s'il y a les réseaux sociaux, qu'on garde un peu des liens, etc. On a été coupé de ses amis, de ses réseaux. On n'a plus les mêmes réflexes, on n'a plus les mêmes habitudes, on a suivi de loin. Donc, il faut reconstruire aussi ce réseau relationnel, que ce soit avec les collègues dans l'entreprise quand on rentre de poste, quand on rentre dans son entreprise. Souvent, les collègues ont changé, les services ont changé. Parfois, il y a eu des réorganisations. Je disais, vous rentrez, les RH n'ont pas de place pour vous, mais souvent, vous êtes juste un nom sur une liste. Ils ne vous connaissent pas parce que eux-mêmes ont changé. Et donc, il faut reprendre des liens avec ses collègues et puis reprendre aussi des liens avec ses anciens camarades de classe, d'études, ses anciens collaborateurs si on a quitté son poste, etc., pour recréer des liens et puis retrouver un peu, comprendre un peu comment s'est réorganisée l'entreprise, les entreprises, quelles sont les opportunités, et puis recommencer à rentrer un peu dans ces réseaux-là. Alors, on va reprendre rapidement ces 5 aspects-là.
Parce que je voudrais vous donner juste quelques petits trucs à noter. Euh, Ici, excusez-moi, je vais trop vite, je vais plus vite que la musique, moi. Votre voyage, donc bien anticipé, je vous disais tout à l'heure, cette période de retour, cette période de vacances ou de transition. Faites quelque chose qui, organisez-vous selon quelque chose qui vous ménage, un rythme qui vous ménage, qui vous fait du bien, qui ne va pas vous épuiser, parce que si vous voulez cumuler déménagement, réadaptation, les vacances des enfants, faire plaisir à la famille, faire la tournée des grands-mères, etc. Chercher un appartement, vous occuper des inscriptions, etc. Vous n'allez pas vous en sortir. Donc vraiment, voyez ce qui est important pour vous individuellement et au niveau du couple, et essayez de sélectionner un peu parce que la période va être très difficile. Pour le déménagement, bah évidemment, vous faites des devis. Je ne sais pas si vous ramenez tous vos meubles ou pas. En tout cas, c'est important de bien se poser la question de trier les choses. On peut se retrouver, moi ça m'est arrivé, on peut se retrouver euh, avec par exemple des meubles plutôt petits parce qu'on était dans un univers parisien avec des appartements avec des petites pièces et donc on se retrouve avec des meubles tout petits dans un logement très grand ou à l'inverse des meubles tout exotiques dans un logement très classique haussmannien. C'est intéressant de se poser la question en tout cas, de se dire qu'est-ce qu'on ramène, qu'est-ce qu'on laisse, de faire aussi un vide-grenier, de vendre sur place des choses, en tout cas de trier, d'organiser, de ne pas tout ramener en bloc sans se poser la question parce que ça va être vraiment la déprime à l'arrivée. Pensez à vos abonnements, pensez à annuler vos abonnements aux salles de gym, pensez à annuler vos abonnements magazines locaux, etc. Et puis faites un rétro-planning, vraiment notez ce que vous avez à faire à 3 mois, à 2 mois, à 1 mois, à 1 semaine. Organisez ça juste sur une feuille de papier. Faites ce rétro-planning. Et puis juste une petite astuce, on a vu des passeports et des clés partir dans les camions du déménageur. Donc faites attention à ça, gardez bien de côté pour votre voyage, pour la partie transition, vos passeports, les papiers dont vous avez besoin, les autorisations de sortie de territoire pour les enfants qui voyagent seuls, etc. Mettez vraiment à part du déménagement tous ces papiers qui vont vous être utiles. Sur la partie administrative, donc là vous allez avoir effectivement tous les changements d'adresse, tous les changements aussi faites attention au consulat, par exemple, de vous faire radier des listes électorales, sinon vous ne pourrez pas vous faire réinscrire dans votre pays d'arrivée. De faire noter bien tout ce qui ça pu se passer dans votre vie au niveau de l'état civil, si vous êtes marié à l'étranger, si vous avez eu des enfants à l'étranger. Tout ça, il faut que vous le fassiez enregistrer au consulat. Vous voyez des conseillers juridiques au consulat, par exemple, on peut vous aider pour vraiment savoir ce que vous avez à faire. Au niveau des diplômes aussi, vous pouvez avoir besoin d'avoir une équivalence, de faire traduire certains diplômes. Des fois, il vous faut une traduction certifiée, donc pensez à vous renseigner là-dessus. Et puis au niveau financier, c'est vraiment une partie à anticiper vraiment. Vous pouvez avoir eu des investissements à l'étranger, vous pouvez avoir des comptes à l'étranger. Il faut voir ce que vous ramenez avec vous, ce que vous gardez à l'étranger. Là, il vous faut vraiment un conseil financier parce que vous pouvez vous retrouver dans des situations fiscales et difficiles. Et puis au niveau financier, il faut anticiper aussi un peu. Le retour d'expatriation, c'est pas le même tarif, on n'a pas les mêmes salaires souvent, et quand on rentre, l'arrivée est un peu dure. Ne vous dites pas j'ai 2-3 mois d'avance, j'ai un peu d'argent de côté, ça va me suffire. Anticipez vraiment ça pour avoir 6 mois, 1 an un peu tranquille, parce que sinon la situation risque d'être vraiment difficile. Et moi j'ai vu beaucoup d'expatriés qui disaient au retour mon gamin veut un casque à 30 €, je ne peux pas lui acheter, je ne peux rien faire, on est coincé. Donc faites attention, essayez d'anticiper un peu cette transition au niveau financier, ça va vous coûter cher, ça risque d'être difficile. Et puis faites-vous conseiller sur tout ce qui est placement, achat immobilier, si vous vendez votre maison, si vous gardez, si vous louez à l'étranger, etc. Si vous louez votre logement que vous avez acheté à l'étranger, il faut vraiment que vous ayez un conseil là-dessus.
Au niveau fiscal, faites attention, juste un tout petit truc. Au niveau fiscal, les dates changent. Quand vous êtes non résident, par exemple, et que vous payez encore vos impôts en France, que vous êtes à l'étranger, vous n'avez pas les mêmes dates au niveau des déclarations. C'est un peu plus long quand vous allez rentrer en France. Euh, les dates de déclaration fiscale vont être plus tôt. Ne vous faites pas piéger avec ça. Au niveau personnel, alors soi-même, je le disais tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire dans cette répatriation, qu'est-ce qu'on a envie d'y trouver, qu'est-ce qu'on n'a plus envie d'y trouver. Ça, c'est une vraie réflexion à avoir. Et tout simplement, vous pouvez vous poser cette question: de quoi je n'ai plus envie et de quoi j'ai envie à la place. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez le faire par rapport à ce que vous aviez vécu au départ dans votre pays d'origine, avant de partir en expatriation. Comment je vivais, qu'est-ce que je vivais et qu'est-ce que je ne veux pas retrouver. Qu'est-ce que je ne veux plus faire? Je ne veux plus courir comme une folle, partir à 7h15 le matin, prendre le métro, déposer les enfants, bosser comme une dingue, me retaper de 45 minutes de métro ou de RER le soir, etc. Ça, je ne veux plus. Qu'est-ce que je veux à la place? Comment je m'organise? Qu'est-ce que j'ai envie de trouver dans cette vie? Donc ça peut être au niveau du boulot, du rythme, de l'organisation, du foyer, du couple aussi, on va en parler. Ça peut être au niveau des amis, ça peut être au niveau des activités qu'on a autour. En tout cas, c'est intéressant de se poser cette question: de quoi je ne veux plus et qu'est-ce que je veux à la place? Et puis aussi par rapport à ce qu'on a vécu en expatriation, qu'est-ce que j'ai envie de garder de cette expatriation? J'ai fait des choses nouvelles, j'ai découvert des choses nouvelles. Qu'est-ce que j'ai envie de garder de cette expatriation, de ramener avec moi? Et puis qu'est-ce que je vais laisser là-bas? Au niveau du couple, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, les équilibres sont différents aussi. À chaque transition, le couple, des fois inconsciemment, sans en parler, sans le faire vraiment, formellement, s'organise différemment. Les charges, les tâches de la famille sont réparties différemment. Les rôles sont différents. Qu'est-ce qu'on a envie de faire dans ce retour, dans cette nouvelle vie, avec son couple? Pourquoi on a envie de se réengager dans cette nouvelle histoire? Et ça, c'est intéressant de se dire: on va déménager, on va changer de vie, on va rentrer dans notre pays, on est différent. Pourquoi j'ai envie de me réengager avec toi dans cette vie-là? Qu'est-ce que j'ai envie d'y trouver pour notre couple? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour notre couple dans cette nouvelle vie? Chaque transition, que ce soit l'expatriation ou la répatriation, est une bonne occasion de se poser en couple et de se dire: ok, pourquoi j'y vais? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec toi dans cette nouvelle étape de notre vie? Et puis avec les enfants, n'hésitez pas à préparer aussi la transition. Vous pouvez, si vos enfants sont très jeunes par exemple, vous pouvez leur donner un grand papier avec des crayons de couleur, etc. et leur demander de dessiner par exemple ce qu'ils sont impatients de retrouver, ce qu'ils vont regretter de leur pays d'expatriation, ce qui va leur manquer, ce qu'ils craignent, ce qu'ils redoutent un petit peu du retour. Voilà, de les faire exprimer aussi quelles sont leurs peurs, quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs joies, quelles sont leurs tristesses aussi, les copains qu'ils quittent, les choses qu'ils ont envie de garder aussi, les liens qu'ils ont envie de garder, et puis de les aider, de les accompagner là-dessus. Ça peut être de mettre en place aussi un réseau social auquel ils aient accès pour pouvoir communiquer avec certains de leurs copains, de faire une fête de fin de départ pour les enfants aussi, et de garder les adresses des uns et des autres, de continuer à être en lien avec les uns et les autres pour les aider à passer cette rupture. Au niveau professionnel, valoriser le séjour à l'étranger, ça c'est important, c'est de se dire reprendre son parcours. Alors si on a été collaborateur en entreprise, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai fait de nouveau dans ce poste? Qu'est-ce que j'ai gagné en leadership, en influence? Qu'est-ce que j'ai appris à faire en communication interculturelle? J'ai pris la parole en public, j'ai négocié avec des instances importantes. Qu'est-ce que j'ai appris à faire qui peut m'être utile pour la suite, que je peux valoriser, que je peux mettre en valeur vraiment auprès des RH ou auprès de mon chef de service quand je vais rentrer? Et puis pour le conjoint, c'est aussi de se dire qu'est-ce que j'ai fait de ce séjour, qu'est-ce que j'ai appris pendant ce séjour. Alors on a pu souvent les conjoints, enfin il y a que la moitié des conjoints qui travaillent en expatriation, et pas toujours dans leur carrière d'origine, mais
quoi qu'il arrive, tout ce qu'on a fait, que ce soit au niveau associatif, si on a fait partie d'un bureau d'une association, si on a monté une bibliothèque à l'école, si on a organisé des journées spéciales, etc., on a appris des choses. Et puis déménager avec une famille, s'adapter dans un pays différent, avec une culture parfois très très différente, c'est aussi un développement de compétences importantes au niveau organisation, au niveau adaptation, gestion du stress, et puis au niveau interculturel. Et ça, c'est des choses que vous pouvez aussi valoriser ou que vous pouvez utiliser dans un nouveau projet, dans le nouveau projet que vous allez construire. En tout cas, dites-vous que si nous, en France, on a ça, le volontariat, le bénévolat est souvent peu valorisé, il l'est de plus en plus, comme il l'est à l'étranger. Ce qu'on fait en bénévolat, ce qu'on fait en associatif, ce qu'on fait à l'extérieur d'une carrière classique peut être très valorisé à l'étranger et il peut l'être aussi, vous pouvez le faire au retour. Ça va marquer en fait votre potentiel, ce que vous pouvez faire aujourd'hui, parce que vous avez appris ça, 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 ça. Vous l'avez pas mis en œuvre dans un vrai job, dans un vrai poste salarié ou dans une vraie activité déclarée, mais ça vous donne le potentiel aujourd'hui de le faire. Donc c'est important de vraiment valoriser ça, d'analyser vraiment tout ce que vous avez appris, ce que vous avez aimé, ce que vous avez découvert de vous-même aussi. Parfois, on se découvre une âme d'organisateur, de leader, de chanteur, d'artiste aussi, pourquoi pas, de prof, voilà, en expatriation, on découvre des talents. C'est intéressant de les clarifier et de les mettre noir sur blanc pour pouvoir s'en servir et les valoriser au retour. Au niveau relationnel, enfin, retrouver la famille, retrouver les amis, retrouver les collègues, recréer ces réseaux, ça c'est pas évident. Donc la famille, ça vaut le coup aussi de peut-être faire une petite fête, un dîner, des retrouvailles formelles, officielles, pour dire ça y est, on est rentré. Faites attention malgré tout, et ça tous les expatriés le disent, à ne pas passer votre temps à montrer les photos, faire les diaporamas. Ça se fait plus tellement les diaporamas maintenant qu'il y a Facebook, mais de ne pas passer votre temps en tout cas à expliquer tout ce qui a été merveilleux dans votre pays, ce que vous avez découvert, etc. Parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas expérimenté, c'est quelque chose que vous avez vécu avec beaucoup d'émotions, mais sur lesquelles eux n'ont pas d'émotions. Et donc ça reste vraiment intellectuel et mental, et au bout d'un moment c'est un petit peu fatigant pour eux, donc ça ne va pas les intéresser. Donc c'est vrai que vous pouvez raconter un peu ce que vous avez vécu quand on vous le demande, quand la conversation vient là-dessus, mais sinon ne soyez pas dans la nostalgie, dans le passé, essayez vraiment de reconstruire des relations, des réseaux, poser les questions, savoir ce qu'ils font, ce qui les intéresse, ce qu'ils ont vécu, etc. Questionner plutôt que raconter. Et puis au niveau des collègues et des réseaux, donc là à un niveau plus large, plus professionnel, faites un tour sur Facebook, faites un tour sur LinkedIn, surtout au niveau professionnel, pour trouver vos nouveaux collègues, les gens qui sont arrivés, qui ont été embauchés entre-temps, les gens qui ont changé de service et qui ont repris, par exemple, de votre service, ceux avec qui vous allez travailler ou ceux avec qui vous avez envie de travailler. Et même si vous ne les connaissez pas, ne restez pas, ne vous dites pas, bah, je vais rentrer, je vais rester avec mes 2 petits collègues que je connaissais qui sont restés et puis on verra à partir de là. Donc, vous pouvez anticiper, aller connecter sur LinkedIn les nouveaux responsables de service, les nouveaux RH, les nouveaux et prenez contact avec eux, dites-leur que vous rentrez, que vous ne les connaissez pas, mais que vous étiez à ce poste, par exemple, avant votre départ, et que vous seriez ravis de boire un petit café ou d'avoir une petite conversation avec eux. Ça va vous permettre de déjà créer des liens, de comprendre comment l'organisation s'est transformée, et puis de retrouver une place, du coup, plus facilement et plus rapidement dans l'entreprise, celle dans laquelle vous rentrez ou celle que vous convoitez d'ailleurs. Voilà, alors je voudrais vous parler, moi effectivement je suis coach, donc je vous le disais au début de cette conférence, je suis coach et je travaille essentiellement avec des expatriés au niveau expatriation, impatriation, prise de poste, interculturelle, prise de poste beaucoup avec des femmes, d'ailleurs je travaille beaucoup sur le leadership au féminin, interculturel et puis le projet des conjoints. Et pour la répatriation, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui,
je propose bien sûr un programme d'accompagnement à la répatriation qui vous permet en fait de passer par toutes ces étapes. C'est quelque chose, c'est une méthode qui est déjà organisée, qui est pas à pas, étape par étape, structurée, avec tous les liens, avec tous les liens utiles, les outils utiles, les informations utiles sur tous ces aspects qu'on vient de voir. Et qui vous permet de passer la transition plus sereinement, de réduire significativement le temps de réadaptation, d'éviter l'éparpillement, etc. Et d'être disponible aussi, de savoir comment aborder ça pour soi et aussi pour son conjoint, pour sa famille, pour son couple, d'être ressource aussi pour les gens qui rentrent avec vous. Alors, il y a une formule de base, répatriation, un programme d'accompagnement sur 6 mois avec une séance de démarrage par Skype, etc. 2 séances questions-réponses, des modules sur un portail en ligne, des mailings, vidéos, exercices. Tout ça pour vous aider à bien anticiper cette répatriation. Ça, je passe un peu vite là-dessus. Vous recevrez un lien avec ce programme. Ce que je voulais, donc ça, c'est l'investissement, c'est 147 € par mois pendant 6 mois pour ce programme qui vous accompagne complètement sur la répatriation, ou en une seule fois à 787 €. Et donc c'est moins cher quand vous payez en une seule fois. Mais aujourd'hui, ce que je voulais vous proposer, et c'est tout nouveau, ça c'est un programme autonomie qui démarre aujourd'hui pour ce webinaire spécialement. C'est un programme répatriation en autonomie pendant 15 jours. Et là, vous allez vraiment travailler tout seul à votre rythme. Vous allez garder bien sûr les ressources qui vous sont envoyées. Vous avez un plan d'action détaillé qui vous est envoyé pour vous organiser. Pendant 15 jours, vous recevez un lien tous les jours avec un nouveau module, une vidéo, un questionnaire en fonction des 6 modules du programme. Vous aurez aussi un lien pour aller voir les 6 modules du programme. Les 6 modules du programme sont là. Comprendre l'impact du retour, quitter votre pays de résidence, préparer l'administratif et la logistique, faire la synthèse de vos acquis, valoriser vos acquis pour construire un nouveau projet et recréer vos réseaux à l'arrivée. Voilà. Donc sur ces 6 modules, vous avez des exercices qui sont proposés à chaque étape, qui vous sont envoyés dans les liens, et puis il y a un accès au groupe privé en ligne pour vous poser toutes les questions. Et puis, pour ceux qui s'inscrivent pendant la conférence, j'ai mis 24 heures pour le bonus, vous aurez aussi le module, accès au module Mieux s'organiser, qui est un module vidéo et exercice complet, qui peut vous être assez utile pour éviter le stress, qui ne manquera pas d'apparaître pendant cette période. Voilà, donc ça c'est 187 € en une seule fois. C'est un petit package autonome et qui vous permet d'aborder tous les modules et d'avoir tous les outils dont vous avez besoin pour vraiment réussir cette impatriation. Voilà. Alors, est-ce que je vais vous placer d'ailleurs, vous allez voir sur la droite un petit une box d'inscription pour ce programme. Si vous voulez vous inscrire, vous aurez le bonus. Vous pouvez vous inscrire pendant les 24 heures. Vous recevrez aussi ça dans le mail de suivi. Je voudrais savoir si vous avez des questions sur ce programme. Alors, je vais retourner à l'accueil. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ok. Un conseil pour éviter le stress du déménagement. Alors, le seul conseil que je donne pour éviter le stress, d'abord, c'est évidemment, c'est de se préparer. La chose la plus importante pour éviter le stress, c'est de se préparer, c'est d'envisager ce qui peut arriver, c'est de bien préparer tous les papiers, de bien préparer les étapes, de bien envisager. Alors je sais que c'est difficile pour certaines personnes parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas sur un mode de fonctionnement d'anticipation, qui aiment bien improviser, qui aiment bien faire les choses au dernier moment, etc. Mais le stress est souvent dû uniquement au manque de préparation et parce que il nous arrive quelque chose qu'on n'avait pas anticipé. Le déménageur, vous avez envoyé du hors-taxe et du TTC, il veut pas prendre les cartons parce que le deuxième paiement n'a pas été fait. Vous avez oublié de vous déconnecter, de vous désinscrire au consulat et du coup, vous êtes coincé en France, vous pouvez pas rappeler à l'étranger. Enfin, c'est assez, quand vous ratez une étape, quand vous n'avez pas anticipé un problème administratif,
aux logistiques, c'est assez compliqué. Le stress, il est surtout, voilà, au niveau de l'organisation. Après, le stress, si c'est au niveau du retour, c'est plus du stress. C'est vraiment une petite déprime du retour. Là, on est vraiment dans le choc culturel après et c'est plus tout à fait le stress. Donc Pascal, le stress, c'est uniquement la préparation. Bien préparé, faites votre rétro-planning. Alors dans le programme, vous avez aussi du rétro-planning à adapter spécialement. Vous avez des petites cases à cocher pour vraiment l'adapter à votre situation et à votre contexte. Une checklist et un rétro-planning qui vous aide vraiment à structurer tout ce que vous avez à faire, toutes les démarches que vous avez à faire, que ce soit au niveau administratif ou au niveau personnel aussi. Voilà pour le stress. D'autres questions? Non, pas de questions. Ah, j'ai une question sur les cadeaux. Est-ce qu'il faut ramener des cadeaux à ses amis quand on rentre d'expatriation? Ça, c'est au choix. Moi, je ne ramène pas de cadeaux parce que je n'aime pas recevoir les cadeaux. J'aime pas recevoir des objets en fait qui après m'encombrent chez moi. Mais c'est vrai que c'est une marque qui est très sympathique et les gens, certaines personnes attendent vraiment qu'on leur ramène un petit cadeau quand on est parti en voyage, etc. Pour eux, c'est une marque importante d'attention que vous leur portez. Donc, vous pouvez aussi faire les cours. Si vous êtes prêt à vous rajouter cette tâche-là et cette démarche-là, oui, c'est intéressant de faire un petit cadeau à l'arrivée. Au départ, peut-être pas. Ce qui est important au départ, quand vous quittez vos amis de votre pays d'expatriation, ce qui est vraiment important, c'est de dire au revoir. Ne partez pas comme une sauvage, ne partez pas sans rien dire. Dites au revoir. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire une grande soirée, des dîners, etc. Mais juste prévenir les gens, boire un petit café et surtout leur dire au revoir. Est-ce que vous avez envie de les revoir ou pas? Ou ce que vous avez été contente de vivre avec eux, si vous avez été contente de les rencontrer, par exemple, ça peut suffire. On n'est pas obligé de garder des liens non plus. On n'est pas obligé de s'engager à se rappeler toutes les semaines ou à s'écrire ou à suivre un blog, etc. On peut juste dire qu'on a été content de se rencontrer, qu'on a été content de ce moment passé ensemble et que maintenant c'est fini. Donc ça, c'est important. C'est une forme de cadeau aussi à faire aux gens qu'on quitte. Et puis c'est le même cadeau que vous pouvez faire aux gens avec qui que vous retrouvez, c'est-à-dire que vous êtes à quel point vous êtes content de les revoir et combien il vous en manquait, par exemple. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, je ne crois pas. Annabelle est passée en ligne. Non. Écoutez, de toute façon, vous pourrez toujours me poser toutes les questions que vous voulez par mail. Ensuite, vous allez recevoir un mail après juste à la fin de cette conférence. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, de vos commentaires, de vos questions aussi. J'y répondrai. Je réponds toujours à tous les mails que je reçois. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez la moindre question personnelle ou sur le programme. J'y répondrai. Et puis, je vous souhaite en tout cas pour l'instant une belle journée et un très beau voyage, un très beau retour d'expatriation quand ce sera le moment pour vous. Voilà. Au revoir.